Football Magazine vous est présenté par Algérie Télécom. Algérie Télécom, toujours plus proche. La chaîne 3 de la radio algérienne vous propose Football Magazine. Du foot, plein les oreilles. « 11h04 sur Algérie 3, Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire, l'équipe nationale A Prime jouera ce soir. Le match est maintenu, 19h à Annaba, au 19 mai 56. La Gambie, la délégation gambienne est arrivée ce matin à Annaba. Pas de changement d'horaire au moment où je vous parle. Riyad Mahrez, champion d'Europe avec Manchester City, champion d'Asie. Il a décroché les 2 trophées. S'il y a 2 joueurs africains qui ont réussi à décrocher des trophées, lui et Mendy. On reviendra sur la saison de Mahrez dans un sujet signé Hamza Rahmouni. Les nouveaux contrats des joueurs professionnels posent problème. On risque de voir un départ massif de nos joueurs. On aura avec nous un manager de joueurs qui nous parlera de ces contrats et de la problématique de ces contrats. Et puis on terminera par un sujet et entrer à l'équipe réserve, la disparition de l'équipe réserve. Est-ce qu'elle est nécessaire, cette équipe réserve, ou pas? Faut-il l'enlever, la supprimer, comme c'est le cas actuellement, et c'est le désir actuel du directeur technique national, et ça pourrait être validé dans les tout prochains jours. Sur les catégories également d'âge, on en parlera, mais on reviendra également sur le rôle des DTI et des DTR, les parents pauvres de la direction technique nationale. À la réalisation de l'émission, Foued Hamadi. Voilà pour ce sommaire, sans plus tarder. Je vous l'ai dit, l'équipe nationale gambienne est arrivée. L'horaire du match est maintenu, 19h au 19 mai 56. Au moment, je dis bien, au moment où je vous parle. Il pourrait y avoir un changement dans les toutes prochaines heures. Mais au moment où je vous parle, c'est 19h. La délégation gambienne est arrivée ce matin. Alors concernant notre équipe nationale A Prime, on va retrouver Ali Hamouche. Pas de ballon arrêté, c'est bon? 18, 19, 20. On est match nul. 2 matchs. 3, ils ont gagné 3. Non, 2 matchs. Comme Nahlil a dit, fin de séance, une bonne petite séance et demain, Inch'Allah, la victoire. L'ambiance dans le camp de l'équipe nationale A Prime est au beau fixe, à 90 minutes d'une qualification pour le championnat d'Afrique des joueurs locaux CHAN 2025, prévu du 2 au 30 août au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Cet état d'esprit positif est l'une des grandes satisfactions relevées par l'entraîneur national Majid Bouguerra, un état d'esprit sur lequel il compte beaucoup en perspective du match retour du 2e et dernier tour des matchs barrages du CHAN 2025. Très content de l'état d'esprit des joueurs et je les ai félicités par rapport à leur état d'esprit parce que voilà, un match se gagne pas en équipe, pas en individualité, et c'est ce qui a fait notre force aussi avant. Donc on part sur cette base-là. Après techniquement, vous avez vu, on a des joueurs qui savent jouer au ballon, qui sont très bons techniquement. À Annaba, la sélection nationale A Prime espère compter sur un public nombreux pour les pousser à se surpasser face à une sélection gambienne dont il faudra se méfier malgré le match nul enregistré à Bako samedi passé, 0 partout. Le sélectionneur national Majid Bouguerra s'attend à un match retour différent par rapport à la première manche, notamment sur le plan technique. Sur une belle pelouse du stade du 19 mai 56, ces joueurs pourront mieux s'exprimer qu'au match aller. Pour moi, c'est un bon résultat parce que tu perds pas, c'est qu'on n'a pas pris de but et maintenant à nous de faire le travail à domicile. Le match retour sera un match différent, Inch'Allah, avec la possibilité pour nos joueurs justement de s'exprimer techniquement. La Gambie, comme vous l'avez vu, c'est une bonne équipe sans pression qui joue au ballon, mais avec une puissance et de la vitesse devant. Mais voilà, je leur ai dit que j'étais fier
mais que le travail n'est pas fini, qu'il fallait gagner ce match-là pour se qualifier, Inch'Allah. On aura besoin de nos supporters à Annaba. Côté effectif, Majid Bougara devra se passer des services de 3 joueurs. Le défenseur du Shabab de Belouizdad, Chouaib Keddad, le milieu de terrain du Mouloudia d'Alger, l'Arbi Tabti, tous les deux blessés, et le gardien de but du CS Constantine, Zakaria Bouhelfaya, grippé. Ces défections ne semblent pas perturber le groupe qui reste focus sur son objectif et conscient de la responsabilité qui repose sur les joueurs, comme le dit l'attaquant du Parado Athletic Club et le meilleur buteur du championnat, Adil Boulbina, un des éléments clés de l'échiquier de Majid Bougara. الجروب رانا يعني كاع كونسونطريين وكاع رانا واعيين بالمسؤوليه اللي راهي تستنانا باش نتكاليفاو ان شاء الله ونغامنيان بون ريزولطا من غامبيا ان شاء الله اون فا تو دوني باش نحققوا الاهم في مباراه العوده. En cas de qualification pour le CHAN 2025, chose qu'on espère, notre sélection A' intégrera le groupe C aux côtés de l'Ouganda, le Niger et de la Guinée, et l'autre qualifié du match barrage entre l'Afrique du Sud et le Malawi. Algérie-Gambie, ce sera ce vendredi à partir de 19h au stade du 19 mai 56 de Annaba, un match que vous pourrez suivre en direct sur les ondes d'Alger CHAN 3. Voilà donc pour cette rencontre. Donc je le rappelle une nouvelle fois, elle est programmée à 19h au stade du 19 mai 56, Algérie-Gambie. La délégation gambienne est arrivée ce matin encore une fois, sauf changement de dernière minute dans les toutes prochaines heures. On va passer maintenant à une consécration, celle de Riyad Mahrez. On le disait, Riyad Mahrez qui avait perdu son football en surpoids, une année difficile. Et le voilà que cette saison, il revient fort avec son club. Il avait fait la promesse de remporter la Champions League asiatique. Et il a tenu sa promesse. Rappelons, seuls 2 joueurs ont gagné la Champions League asiatique et européenne, Mahrez et Mendy. Sur le retour de Riyad Mahrez, Hamza Rahmouni, bonjour. Ah, next season we take the league, hein? Next season the league. Dowry. C'est avec ces mots que Riyad Mahrez a célébré la consécration de son équipe. Le Ahli Jeddah aux dépens des Japonais de Kawasaki. Une consécration qui n'a pas laissé les admirateurs du football indifférents. Le Ahli Jeddah qui aura vécu un destin complètement inédit avec une relégation au second palier lors de la saison 2021-2022 pour revenir à la Super Division une saison plus tard. Un retour salutaire qui a permis par la suite au club de signer des joueurs de réputation mondiale, à l'instar du capitaine des Verts, Riyad Mahrez, du Brésilien de Liverpool, Roberto Firmino, du gardien de but sénégalais de Chelsea, Edouard Mendy, et enfin de l'Ivoirien du FC Barcelone, Franck Kessié. 3 ans après la relégation, le Ahli remporte pour la première fois de son histoire la Ligue des champions asiatiques. Riyad Mahrez a été prolifique, un homme décisif qui a permis au club de brandir son premier trophée international. Riyad Mahrez a été le 2e meilleur buteur de la Ligue des champions asiatiques avec 9 buts et meilleur passeur de la compétition avec 8 passes décisives, ce qui fait de Riyad Mahrez le joueur le plus efficace de cette compétition. Cette consécration a permis à Riyad Mahrez de marquer l'histoire du football mondial et d'inscrire son nom en lettres d'or, devenant le premier joueur africain et unique jusqu'à présent à avoir été champion de 2 continents différents, l'Europe et l'Asie. Riyad Mahrez qui a remporté la Ligue des champions européenne avec Manchester City en 2023 et en 2025 la Ligue des champions asiatiques avec El Ahly. 2 Ligues des champions de 2 continents différents, ils sont rares à l'avoir fait et ce sont des stars mondiales comme Carlos Tevez, Ronaldinho, Neymar, David Luiz, Cafu et d'autres qui ont remporté la Ligue des champions européenne et la Copa Libertadores. Ils sont au total, pour être plus précis, 11 seulement dans le monde à avoir réalisé cet exploit. L'ex-international et capitaine des Verts, Moussa Saïb, commente les statistiques de Riyad Mahrez. Les stats, ils sont là pour en parler, donc on peut pas les nier. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire pour un joueur d'être meilleur passeur et 2e meilleur buteur. Vraiment, c'est bravo et bonne continuation. On a besoin de lui pour la prochaine CAN, quoi.
Des chiffres qui permettent à Riyad Mahrez d'en faire partie de l'équipe type asiatique de la saison. Avec cette fin de saison, la cote de Riyad Mahrez va certainement grimper encore plus. Lui qui a réalisé également d'excellents chiffres en 29 matchs de championnat avec 7 buts marqués et 10 passes décisives. Saleh Assad, l'ex-ailier de la sélection nationale durant les années 80, commente cette consécration de Riyad Mahrez. Quand on voit le début de sa carrière, c'était vraiment un bonhomme qui a dû se battre et il est arrivé à ce qu'il voulait. Il a toujours été au devant. Il a annoncé un autre défi pour être encore champion de Saoudi l'âme Jay. C'est ce qu'on lui souhaite. C'est un bon exemple pour les jeunes qui veulent réussir. Il me fait rappeler un petit peu Rabah Madjar qui n'a pas lâché aussi, il s'est battu. Moussa Saïb, qui connaît parfaitement le haut niveau pour avoir déjà évolué dans de grands clubs, qualifie la situation par laquelle est passé Riyad Mahrez de logique. Pour lui, Mahrez a fait ses preuves sur le terrain et ses qualités parlent de lui. Le retour au premier plan de Riyad Mahrez ne sera que bénéfique pour la sélection nationale à quelques mois seulement du coup d'envoi de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et on se souvient de la CAN 2019, lorsque Mahrez était au sommet de sa forme. Il avait mené la sélection vers le sacre final, où il a été décisif dans les moments les plus durs de cette compétition, sans oublier l'apport considérable à l'intérieur du groupe. A l'inverse, la CAN 2022 au Cameroun et celle de 2024 en Côte d'Ivoire, où Riyad Mahrez n'était pas au sommet de son niveau. Résultat, 2 éliminations des Verts dès le premier tour. Une élimination en Coupe du Monde également. Également en Coupe du Monde. Et voilà, donc on va écouter l'avis de Moussa Saïb. C'est vrai, il y avait des moments qui n'étaient pas à 100% de ses qualités, mais les qualités de Mahrez, le nom de Mahrez, il restera toujours. Donc, je pose la question aux adversaires et préfère jouer l'Algérie sans Mahrez que l'Algérie avec Mahrez, quoi. Donc, moi, j'ai jamais douté de ses qualités. Malheureusement, il y a certains qui ont douté, donc qui ont parlé, qui ont un peu spéculé. Mais la preuve, tout ça, c'est une réponse à tous les gens qui ont douté de ses qualités, quoi. C'est le capitaine, c'est le leader, donc il sait qu'est-ce qu'il attend, surtout la prochaine Coupe d'Afrique qui va se jouer bientôt. Donc, on a besoin, pourquoi pas, avoir une 3e étoile sur le maillot. On a une très très belle équipe qui est faite entre jeunes et anciens. Donc, sincèrement, moi, je suis positif, quoi. Donc, à ses qualités et à notre sélection, quoi. Beaucoup avaient critiqué le choix de Riyad Mahrez d'avoir opté pour l'Arabie Saoudite, devenue la destination préférée des stars mondiales. Pour Moussa Saïb, qui a déjà évolué à Nasr d'Arabie Saoudite au début des années 2000, c'est une décision tout à fait logique. À l'époque où j'étais en Arabie Saoudite, c'est vrai, le championnat venait de commencer à être professionnel, quoi. Donc ça n'avait pas beaucoup d'années de professionnalisme. Maintenant, on voit c'est-à-dire les autorités saoudiennes, donc elles ont mis le paquet pour un peu développer le football en Arabie Saoudite, avec le recrut des meilleurs joueurs du monde, hein, si on peut dire ça. Un championnat qui est très très élevé, donc il n'a rien à envier à un championnat français ou espagnol ou je sais pas quoi, ou anglais. Donc je peux pas dire, on va pas les mettre dans le même niveau, mais ils ont le niveau, quoi. Donc c'est des joueurs qui ont fait le bonheur des clubs européens. Maintenant ils se retrouvent dans un seul championnat en Arabie Saoudite. Donc c'est comme si tu dis, il y a un jumelage de plusieurs championnats dans un seul championnat, quoi. À 4 journées de la fin du championnat saoudien, Riyad Mahrez et l'Ahli de Jeddah sont 3e. Ils ont un bon coup à jouer pour terminer vice-champion d'Arabie Saoudite. Derrière l'Ittihad de Karim Benzema, mais doivent en même temps se méfier d'un Nasr de Cristiano Ronaldo. En attendant le titre de champion promis par Riyad Mahrez lors de cette consécration, les fans du Ahli continuent de célébrer cette consécration en Ligue des champions asiatiques. Il faut rappeler, je l'avais dit au tout début, il avait promis la Champions League asiatique l'année dernière. Ils l'ont gagné, il est revenu à son meilleur niveau, vous avez donné les chiffres. Et il a promis également le titre pour la saison prochaine. Alors on va voir si sa promesse va se réaliser. Mais il revient au meilleur moment. Il revient avant quelques mois de la Coupe d'Afrique des Nations. Et rappelons-le, son deuxième challenge objectif pour Riyad Mahrez, c'est la qualification à la Coupe du Monde. Et il faut dire l'Algérie est en ballottage favorable pour une qualification à la Coupe du Monde. Ce sera sa deuxième Coupe du Monde. La première, rappelons, il venait tout juste d'être appelé en équipe nationale. Il avait été appelé au mois de février. La Coupe du Monde avait eu lieu au mois de juin.
Voilà, concernant Riyad Mahrez, on est tous contents pour Riyad, et je rappelle Mendy également a gagné avec lui, puisque ce sont les deux joueurs africains qui ont gagné la Champions League africaine et la Champions League européenne. À 11h18, voilà un sujet qui, aujourd'hui, eh bien, va faire polémique dans les tout prochains jours. Pourquoi polémique ? Parce que les joueurs n'ont pas été consultés, les managers n'en ont pas discuté, c'est un projet de contrat professionnel liant le joueur au club. Il y a également le projet concernant l'entraîneur. On aura l'occasion de retrouver des entraîneurs lors de nos prochaines émissions. Et là, on va parler du contrat, du projet de contrat de joueurs, avec un manager qui est également, qui s'occupe des affaires sportives, c'est Miahi Mehdi, que vous avez déjà eu la chance d'écouter sur nos ondes. Mehdi Yahi, bonjour. Mamal, bonjour. Merci d'être avec nous en direct. Mehdi Yahi, vous êtes, je le rappelle, manager de joueurs, vous occupez de joueurs, vous avez eu vent du projet de contrat de joueurs qui pourrait être adopté par le bureau fédéral. Il y a des joueurs déjà qui sont sous contrat, ils ne seront pas touchés, mais c'est pour les futurs contrats. Qu'est-ce que vous dites ? Je rappelle qu'on a on a fractionné aujourd'hui le salaire du joueur. Oui, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est qu'un projet de contrat, maman. Déjà, en premier lieu, je tiens à signaler qu'il a été discuté uniquement avec les présidents des clubs. Donc, aujourd'hui, il aurait été préférable d'être discuté avec les différentes parties prenantes du football. Donc, il y a l'entraîneur, il y a le joueur, il y a l'agent. Donc, l'agent licencié, bien sûr. Mais c'est surtout le joueur, pas l'entraîneur. Pourquoi l'entraîneur ? C'est le joueur, l'agent. Non, parce que il est évoqué donc un projet de contrat de joueurs professionnels et aussi il y a un autre projet de contrat d'entraîneur professionnel. Oui, avec les entraîneurs, on aura l'occasion d'en parler avec les entraîneurs. Restons sur les joueurs. Non, parce qu'aujourd'hui aussi, le contrat des entraîneurs a été uniformisé aussi. Donc, tout à fait, tout à fait. Contrat là-dessus. C'est pour ça que on aurait souhaité que les différentes parties prenantes du football aient au moins donc cette opportunité de pouvoir discuter. Donc, on a pu jeter un coup d'œil sur ce projet de contrat qui a été modifié. Donc la rémunération a été fractionnée avec une intégration d'une prime de rendement. Donc aujourd'hui les contrats... La prime de rendement, pour que l'auditeur puisse comprendre, la prime de rendement, elle est liée au salaire ? Bon, vous savez, donc elle a été fractionnée. Donc il y a une valeur résiduelle annuelle du contrat. Donc il y a 20% que le joueur pourra toucher comme prime à la signature. Dès le départ, ça. Dès le départ, il y a 300 000 dinars donc de salaire net perçu, donc qui est considéré comme salaire fixe, et donc il y a le montant restant de cette valeur résiduelle annuelle du contrat qui sera donc la base de calcul sur cette prime de rendement. Et elle est donc payable à terme échu à chaque fin de saison, à chaque fin de partie de la saison, bien sûr. Donc, la prime de rendement, et vous pouvez ne pas l'avoir aussi. Oui, mais bon, Mamar, vous savez, tous les contrats, donc les clubs, les SSPA, pardon, donc elles sont donc liées au code de commerce et au code de travail, notamment par le biais de la loi 90. Donc aujourd'hui, en analysant donc cette clause contractuelle qui stipule comment donc cette prime de rendement est calculable, donc soit on donne si on va donner par exemple le caractère général de cette prime de rendement, la loi 90, donc la prime de rendement est calculable de 0 à 30%. Et sur cette formule-là, elle dépasse nettement les 30% sur la valeur résiduelle du contrat. Par ailleurs, si on analyse bien comment... Oui, il y a du subjectivisme sur la prime de rendement. Je vais vous dire pourquoi. Oui. Dans une entreprise basique, c'est lié à l'absence, c'est lié à la participation du travailleur. Il y a un tas de paramètres qui interviennent sur la prime. Mais là, si le joueur est là, il y a le choix de l'entraîneur également. Bien sûr. Aujourd'hui, donc, elle est liée au nombre de participations. Donc, à chaque... donc, elle est liée toujours au nombre de participations. La question qui se pose, c'est que qui va déterminer cette participation du joueur, de cet employeur? Il n'y a que l'entraîneur qui la détermine. L'entraîneur est aussi et également donc employé du club. Donc il y a un conflit d'intérêts. Je pose juste un exemple. Je donne juste un exemple. Par exemple, le jour où Mbappé a eu un problème avec le président du Paris Saint-Germain, c'est le président du Paris Saint-Germain qui a demandé à l'entraîneur de ne pas faire jouer Mbappé.
Très bien. Dans un club chez nous, il se peut qu'un président demande à un entraîneur de ne pas faire jouer un joueur. Oui, bien sûr. Et là, la prime de rendement, elle saute. Oui, d'ailleurs, Mahamar, moi, j'analyse ces clauses contractuelles par rapport à quoi? Par rapport à la réglementation et par rapport au cas de jurisprudence qu'on a l'habitude de voir au niveau du tribunal du football de la FIFA. Aujourd'hui, tous les contrats qui contiennent cette prime de rendement, donc, ont connu cette nullité de la dite clause. C'est-à-dire qu'au cas de litige au niveau des instances internationales, cette clause est considérée comme nulle et non avenue. Ah, ça c'est une info. Conflit d'intérêt. Oui, bien sûr, par rapport au conflit d'intérêt. Moi, je parle en connaissance de cause et sur le cas de jurisprudence qu'on a l'habitude de voir. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de la Ligue professionnelle algérienne de football, c'est une première, mais au niveau des autres fédérations de football, donc, on a l'habitude de collaborer avec ces associations membres sur ce genre de contrat et il y a toujours gain de cause du joueur sur la valeur résiduelle négociée totale du contrat dans les différents litiges qui ont affronté les deux parties. Très bien. Moi, je voudrais rester avec vous. Est-ce que ce type de contrat, c'est seulement, je dis c'est un projet de contrat qui pourrait être adopté par le bureau fédéral. Est-ce que ce type de contrat existe ailleurs ? Ou bien, parce que sur les infos que j'ai, on me dit en Tunisie, c'est à peu près la même chose. Moi, je vous dis, ça existe ailleurs, ça ne veut pas dire que... c'est bien, ça ne veut pas dire que c'est bien. Ouais, ça ne veut pas dire que c'est la bonne forme. Moi, je parle parce que je reviens toujours au cas de jurisprudence qu'on a pu gérer entre en termes de litige entre les joueurs et les clubs tunisiens, par exemple, ou ailleurs, qui contiennent ce genre de primes de rendement dans leur aspect rémunération. Donc il y a toujours gain de cause du joueur par rapport à la valeur résiduelle négociée. Il y a ce conflit d'intérêts que les instances juridictionnelles qui est constatable et donc qui donne toujours j'ai l'impression, très bien, on l'a très bien compris, j'ai l'impression également que le joueur est la dernière roue de la charrette. Est-ce que c'est une impression ou est-ce que vous dites non? Non, c'est une impression, je peux dire oui, pourquoi? Parce qu'il n'est pas consulté, lui il fait le spectacle, il n'est pas consulté. Maman, la véritable problématique est beaucoup plus profonde que cela, c'est qu'il n'y a pas d'organisme représentant des voilà, joueurs, merci. Ni d'organisme représentant des entraîneurs, ni un organisme représentant des agents agréés par la FIFA. Aujourd'hui, il faudrait penser à la structuration de ces organismes-là pour pouvoir être consultés. Donc aujourd'hui, je pense que le problème est plus profond. C'est-à-dire, quand vous dites organisme, comme se fait ailleurs, un syndicat des joueurs. Un syndicat des joueurs où le joueur est... Qui serait adhérent à la FIFPro. Par la FIFPro. Voilà. Bien sûr, reconnu par la FIFPro. Aujourd'hui, si on... Il y a une tentative, juste pour titre de rappel, il y a eu une tentative à l'époque, c'était Zawi, qui avait été nommé comme représentant des joueurs dans un syndicat. Il était monté au créneau pour dénoncer un certain nombre de choses, et puis après, tout simplement, on lui a coupé l'herbe sous les pieds. À l'époque, la fédération lui avait coupé l'herbe sous les pieds. Zawi, l'actuel entraîneur de l'AS Sochlef. Oui, après, il faudrait passer par ce genre d'organisme pour pouvoir réclamer ses droits contractuels. Donc, il faudrait passer sur ce genre d'organisme. Aujourd'hui, c'est un projet de contrat qui a été discuté uniquement avec les présidents de clubs. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi une absence de tel organe au niveau des instances du football. Question, est-ce que vous en avez, vous, en tant que manager, discuté avec vos joueurs, les joueurs qui dont vous vous occupez des affaires, dont vous vous occupez de leurs affaires? Vous savez, sans discuter avec vous, moi je me pose la question sur l'attractivité de notre championnat. Est-ce que demain, nos bons joueurs vont accepter... Vous avez compris où j'allais. J'allais arriver à cette question. Est-ce que ça risque pas de faire fuir les joueurs? Bien sûr, bien sûr, évidemment. Donc aujourd'hui, après, vous savez, il y a eu déjà l'expérience de l'année, donc la saison 2022-2023, où on a essayé d'opter un contrat avec une variable aussi au niveau de la rémunération.
Et la majorité, je dirais plus de 90% des joueurs, on avait refusé donc cette forme de rémunération et on avait procédé à l'annulation de cette annexe 4 à l'époque ou par le biais des avenants. Donc aujourd'hui, moi, pour les contrats en vigueur, ça pose pas de problème. Ça pose pas de problème. Les contrats en cours, voilà. Ça pose pas de problème. Pour les nouveaux contrats, donc vous savez, Mammar, il faut se dire les choses en face. Un joueur qui est une pièce maîtresse au niveau de son institution, donc va sans doute ne pas accepter ce genre de rémunération. Il négocie en position de force. Hein. Il négocie en position de force. Et vous savez, la base juridique déjà d'un contrat de travail, c'est l'expression de besoin des deux parties et donc de concrétiser ce qui a été convenu avec le libre consentement des deux parties. Donc aujourd'hui, si on va uniformiser, c'est vrai qu'on peut réguler certains points qui sont déjà d'ailleurs régulés par le biais de la loi 90-11 et aussi par le règlement du statut de transfert du joueur de la FIFA et de la FAF. Donc pour moi, il y a plusieurs points qui ne méritaient pas d'être reconduits sous forme d'articles et de clauses. D'ailleurs, à titre d'exemple, par exemple, sur les contrats d'entraîneurs que j'ai cités tout à l'heure, donc, on a eu déjà des cas auparavant avec les cas de plusieurs entraîneurs étrangers qui sont passés dans notre championnat et ils ont eu gain de cause. Ils ont tous eu gain de cause au niveau de la FIFA. Eh ben oui. Pourquoi, maman? Moi, j'ai lu le projet de contrat de l'entraîneur, c'est pour ça que j'ai insisté. Ah, très bien. Ah, bah, très bien. C'est que en termes de résiliation, la clause stipule que voilà, le club peut résilier unilatéralement donc, le contrat et mettre cessation de la relation de travail de l'entraîneur, en l'octroyant, en l'indemnisant à hauteur de 2 mois de salaire. Mahamar, la résiliation de contrat passe par deux aspects primordiaux. Le premier est le respect du principe de parité, de réciprocité. Le deuxième, c'est l'aspect de proportionnalité. Donc on ne peut pas indemniser un entraîneur à hauteur de 2 mois de salaire alors que la valeur résiduelle restante de son contrat est par exemple de 18 mois. C'est pas possible, ça, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est un abus de pouvoir de l'employeur vers son employé. Et moi, je vous parle, Mahamar, en termes d'expérience avec les cas de jurisprudence qu'on a déjà évoqués. Donc, il y a eu déjà le cas Lavanne à l'époque. Il y a eu Lavanne, il y a eu Nabil Ma'loul, il y a eu Nabil Ma'loul qu'on a évoqué récemment. Donc, il y a plusieurs cas. Donc, aujourd'hui, il y a eu un entraîneur qui est passé par le CSC qui n'a dirigé aucun match. Oui, bien sûr. Donc, le Tunisien dont j'ai oublié le nom, on voit pour vous dire. Ouais. Donc il y a plusieurs cas d'espèces, en principe qui peuvent être au moins donc, un référentiel en termes de... Très bien. Merci Yahi Mehdi, manager de joueurs, d'avoir éclairé notre lanterne et d'avoir apporté des précisions. Football Magazine vous est présenté par Algérie Télécom. Algérie Télécom, toujours plus proche. 11h31. Beaucoup d'auditeurs m'ont appelé, m'ont envoyé des messages pour me poser une question. Est-ce que je confirmais ou j'infirmais cette information qui circule, qu'on a pu lire sur la presse, l'arrivée ou le retour de Saïd Alir à l'USMA d'Alger? Alors, où en est-on? Saïd Alir va revenir à l'USMA d'Alger dans un poste de directeur sportif. Il devrait, en principe, dès demain, être installé au poste de directeur sportif de l'USMA d'Alger. Alors, on a essayé de le contacter, Saïd Alir, bien évidemment, je savais qu'il n'allait pas répondre. Il attend la confirmation de son installation par le PDG du groupe Serport. Le président actuel, M. Serban, lui, resterait à l'USMA d'Alger dans le poste de président du conseil d'administration. La question, est-ce que Saïd Alir, il y a un partage des pouvoirs? Sur les informations que nous avons, Saïd Alir va arriver avec les pleins pouvoirs. Quand je dis les pleins pouvoirs, tant sur le plan sportif que sur le plan administratif. Et Serban sera président du conseil. Donc, c'est lui qui décidera de la politique à mettre en place pour l'USMA d'Alger. Je dis bien Saïd Alir. Négociation de salaire, parce que c'est un poste qui est rémunéré, le poste de directeur sportif. Il arrive pour relancer une machine de l'USMA d'Alger en panne. Je le disais également sur cette antenne, recrutement XXL pour l'USMA d'Alger. Mais sur le terrain, cela ne s'est pas concrétisé.
En qualité de joueur, c'est quasiment le meilleur effectif. L'un des meilleurs effectifs de la Ligue 1. Mais la mayonnaise n'a pas pris. Il y a eu l'entraîneur Nabil Maaloul. Avec Nabil Maaloul, eh bien, tous les indicateurs étaient au vert. L'USMA était engagé sur plusieurs fronts. Une seule défaite contre l'USMA d'Alger. Contre le Mouldia d'Alger, pardon. 3-0. Eh bien, cette défaite a fait très mal. Du coup, panique à bord au niveau de l'USMA d'Alger. On débarque Nabil Maaloul, puisque certains supporters n'étaient pas contents du jeu. Le jeu, oui, c'est des entraîneurs maintenant, les supporters. Ils n'étaient pas contents, mais les résultats étaient là. On fait appel à Paqueta, en pensant que du côté de l'USMA d'Alger, ils allaient avec Paqueta, brésilien, ça sonnait bien. Eh bien, il avait réussi au CRB et qu'il allait relancer une machine de l'USMA d'Alger en termes de jeu, de projet de jeu. Mais un projet de jeu, ça prend du temps. Paqueta, les joueurs n'ont pas adhéré, ça s'est mal passé, et Paqueta a été débarqué après une série de contre-performances. Du coup, Sahban est fragilisé dans sa politique. Le retour de Saïd Aliq, je rappelle avec lui, l'USMA d'Alger a connu ses meilleurs moments en termes de palmarès. Coupe d'Algérie, championnat, demi-finale de Coupe d'Afrique, oui, demi-finale, il n'est jamais arrivé en finale, Saïd Aliq, et demi-finale en Champions League africaine et également en des coupes. Il avait atteint les demi-finales. Et aujourd'hui, il revient. Alors, il revient pour tenter de terminer la saison, parce qu'il y a un objectif pour l'USMA d'Alger. C'est la Coupe d'Algérie. L'USMA d'Alger veut gagner la Coupe. Et Saïd Aliq se dit, pourquoi pas, il l'a déjà gagné avec l'USMA d'Alger. Ils l'ont gagné en 88, il n'était pas aux commandes. Ils l'ont gagné en 2003. Il était aux commandes contre le CRB, d'ailleurs 88 contre le CRB, 2003 contre le CRB, il était aux commandes, c'était au stade Mustapha Tchaker, et il arrive pour tenter de sauver la saison de l'USMA d'Alger et permettre à l'USMA d'Alger d'aller sur une compétition africaine. Voilà, je vous ai donné les informations nécessaires, je vous dis, c'est demain que cela devrait être acté. Alors, j'ai essayé d'appeler M. Sahban, mais Sahban, lui, il a décidé la politique de l'autruche. Il ne parle pas, il est muet. Il a décidé, je parle pas, je dis rien, moutus et bouche cousue, à part de saluer les supporters au stade. Je fais aucune déclaration. Voilà, il les salue, il danse avec les joueurs, il fait la fête, mais le reste, il dit rien. Alors, pour en savoir comment le changement allait se passer. Ce qui est sûr, c'est que l'USMA est en difficulté. Est-ce que Saïd arrivera à relancer cette machine? Grand point d'interrogation. 11h35. On va retrouver un ancien DTN qui était à la Réunion avec le nouveau DTN au Collège des entraîneurs. C'est Monsieur Laroum qui est avec nous en direct. Boualem Laroum, bonjour. Bonjour Mohamed, bonjour cher Abdelkader. Merci Boualem Laroum d'être avec nous en direct. C'est un devoir. Merci, d'accord. Et j'espère que vous allez apprécier également ce moment et que vous allez nous apporter des précisions. Boualem Laroum, je voudrais avoir vous avez assisté à la réunion qui a regroupé le nouveau directeur technique national au niveau avec les entraîneurs, ce qu'on appelle le collège des entraîneurs. Vous avez discuté, vous avez échangé, vous lui avez donné sûrement une somme d'informations. Lui-même l'a dit, ça a été un échange intéressant. Des fois on n'était pas d'accord, mais c'est à travers la différence que tout se construit également. Alors, moi je vais revenir sur un aspect. Un premier aspect, disons-le, cette idée d'inclure 5 joueurs dans l'équipe première à partir de la saison prochaine. La question est toute simple, moi je vais caricaturer un peu. Il y a eu une réflexion qui a été faite également, un papier qui a été fait dans ce sens par l'ancien président de la fédération, M. Amara Sharafuddin, qui était très intéressant à lire. J'ai pu lire le papier dans le quotidien le Botola, pardon. Alors avec vous, je vais vous poser la question, est-ce que le talent se décrète? Est-ce qu'on dit, voilà, 5 joueurs, si on ne fait pas appel à eux, on les intègre d'office dans l'équipe première? Qu'est-ce que vous dites? C'est une bonne chose? C'est une mauvaise chose? D'abord, pourquoi? Sur quels critères on les intègre? Oui. Généralement, c'est les U21 de l'année prochaine, c'est ça? Oui. Donc, comment on leur enlève leur catégorie où ils peuvent s'exprimer, jouer et progresser, alors que nous les envoyons en senior pour les priver de la compétition, qui est un facteur de développement, et ces footballeurs-là ont des difficultés à être, si vous voulez, titulaires. Donc, si vous voulez, c'est 2005, quand ils seront avec les seniors, ils ne sont pas encore prêts à cet âge-là par rapport à, si vous voulez, aux seniors et au niveau actuel en Algérie. Et nous avons, c'est 2005, comment qu'ils sont arrivés
techniquement à cet âge des U20 et par rapport à l'âge chronologique. Chronologiquement, oui, ils ont 20 ans. Mais question de niveau des 20 ans, ce n'est pas encore d'argent. Il leur faut encore une année ou deux. Voilà mon avis. Les 2005, est-ce que c'est pas la génération sacrifiée du Covid? J'ai pas fait attention à ça. Non, c'est-à-dire le volume d'entraînement. Oui. Non, le volume d'entraînement, maintenant, Mohamed, c'est le plus important. Quand vous avez bien dit, le volume d'entraînement. D'un côté, le volume d'entraînement, ils étaient sacrifiés, ils n'avaient pas pu s'entraîner à cet âge-là. Et en plus, on les prive de la compétition pour, si vous voulez, avec les jeunes de leur âge, pour mieux s'exprimer par rapport à ce qu'on leur donne comme contenu d'entraînement. Voilà. Alors, pourquoi je pose la question? Quand vous dites c'est l'équipe réserve, les U21, de l'année prochaine. De l'année prochaine. Vous pouvez, mais je le dis, mais moi je vois mal un entraîneur qui voit un joueur talentueux, même s'il a 18 ans, 17 ans, 18 ans, et ne pas le prendre en équipe première. Je vois mal. Très bien. Voilà. C'est un autre volet, Mammar, parce que moi je vous dis que c'est 2005 qui ont 20 ans maintenant. C'est ceux qui ont 20 ans maintenant, ce n'est pas les 20 ans de l'année des années passées. Pourquoi? Pourquoi? Ah, là c'est autre chose. Mescan, il a bien joué à 17 ans en équipe première. Voilà, il y a des joueurs, je peux vous citer un tas de joueurs qui ont joué à 17 ans. Très bien. Donc, si vous voulez, on rentre dans le sens de, si vous voulez, l'écartement de cette équipe des U21. Justement, j'allais arriver à cette question. Est-ce que, alors, le talent, vous dites, ça se décrète pas, c'est une erreur, et vous dites en même temps, en filigrane, vous dites, supprimer l'équipe réserve est une erreur. Pourquoi? C'est une erreur. En plus, on les envoie en pâturage. Voilà. Vous avez cité Chaban, qui est de ma génération. On a le même âge. C'est pour ça que je l'ai cité, d'ailleurs. Ça tombe très bien, vous faites partie de cette génération. Vous êtes très intelligent parce que vous ramenez mes amis pour si vous voulez, pour être plus sûr de ce que je vais dire. Regardez, Mammar, ce que nous avons maintenant. Les gens comparent des générations avec des indices hétérogènes. Quand on parle par exemple de l'âge de 17 ans, les gens disent que celui qui ne joue pas à 17 ans, 18 ans, ne peut pas être à l'avenir un bon joueur. C'est ça ce que les gens pensent souvent par rapport à notre génération. C'est ça. Donc c'est deux années. Les joueurs des années 70 qui avaient 17, 18 ans, en comparant leur âge pratique avec ces jeunes-là de 17, 18 ans, si nous comparons par l'âge, parce que maintenant on prend l'âge chronologique, mais nous avons besoin d'un âge, si vous voulez, pratique. Vous avez cité le Covid. Vous m'avez rajouté de l'eau à mon moulin. Oui. Pourquoi? Parce que sur cette génération des 2005. Très bien. Donc cette année de perdu, cette année si vous voulez, qui n'ont pas profité. Maintenant, par exemple, si on va faire un petit, si vous voulez, récap. Le jeune actuel, là, oui. Ok, le jeune entre à l'école de football maximum à 9 ans, ok. Oui. Il joue jusqu'à minime, à 14 ans. Ça veut dire que son âge pratique est de 5 ans. Tout à fait. Ok. Il rentre au club à 14 ans, en minime, et il joue jusqu'à 17 ans. Ça veut dire que l'âge pratique de minime à 17 ans, ça veut dire qu'il est de 3 ans. Ok. Oui. Donc cet enfant actuel, l'âge pratique total, il est de 3 plus 5. Ça fait 8 ans de pratique. Vous êtes avec moi? Je vous suis. Très bien. Maintenant, si on prend, par exemple, il y a beaucoup, si vous voulez, qui pensent comme ça. Si on prend, par exemple, les enfants des années 70, moi et Chaban, et votre ami Chaban, et notre ami Chaban, et, comment dire, Assad... Je peux prendre toute cette génération, ils avaient débuté très tôt. Même aujourd'hui, il y a des joueurs qui débutent tôt, hein, des joueurs talentueux. Oui, mais une parenthèse, c'est que Chaban et moi, nous avons le match. Madjar et Roger sont plus, je m'excuse, et Assad sont plus grands que nous. Roger, c'était affectueux. Oui, très bien. Donc, si on prend l'enfant des années 70, nous avons dit que les enfants actuels ont un âge pratique de 8 ans, maman. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Sans le Covid. Donc, les enfants des années 70, il a fait l'école de la rue Ammar. Oui. L'école de la rue, dans le quartier, de 5 ans à 15 ans. On était signataires.
on était au lycée et on jouait au quartier. Ça veut Oui, dire- je me souviens, puisque à Fougerou, là où vous résidez, il y a un terrain de football où tous les jeunes sont passés. Il y a beaucoup de joueurs qui sont passés, Allah yarhamou, Jamel Menad, vous, et je peux citer un tas de jeunes qui sont passés par ce stade. Et quand vous passez, vous regardez nos matchs, c'est ça? C'est ça, exact. J'avais pas le talent pour jouer. Parce que vous étiez en bas. Non, non, c'est Très bien. Très bien. Alors, Donc, l'école de la rue, jusqu'à 15 ans, donc ça fait 10 ans, de 5 ans à 10 ans. Quand vous passiez, on était à 6 ans joué, à 7 ans joué, à 8 ans 10, et jusqu'à l'âge 14-15 ans, on était en minime dans les clubs et on jouait dans le quartier. Ça veut dire que la rue avait encore du chemin avec nous. Et là, l'éducation, à l'époque, il a l'éducation physique du CE2. Ça n'était un cas, si vous vous souvenez. À partir du CE2, on faisait du sport. Et c'est pas le football seulement, c'est l'éducation physique. Et cette chose est très très importante pour les footballeurs, Mammar. Et tous les sports, surtout les sports, si vous voulez, les sports... qui aident à la coordination. Collectif. Oui, collectif, mais qui aide également à la coordination du Très bien, c'est la base, c'est la base. Ouais. Donc, du CE2 jusqu'à la 4e année moyenne, où il y avait le sport scolaire, on jouait dans le sport scolaire. Mais l'erreur que nous faisons maintenant, on ne fait pas la différence entre l'éducation physique sportive et le sport scolaire. Le sport scolaire, c'est la compétition seulement des lycéens, de l'éducation... L'orientation qui a été donnée, je le rappelle, de relancer le sport scolaire par le président de la République. Je le rappelle. C'est une très bonne chose, mais il y a une marche avant. C'est cette éducation physique qu'il faut prendre en considération. Ça, le sport scolaire, c'est une bonne chose. Et même entre nous, même avant ces derniers temps, le sport scolaire était en bonne santé. Mais là où je suis, dans ce que vous dites, là où je suis étonné, vous parlez de votre génération des années fin 70, 80, et sa génération d'aujourd'hui. La science a évolué, les conditions de travail ont évolué. Le joueur aujourd'hui intègre un club, vous l'avez dit, à 13 ans, mais dans le club, en principe, on doit lui mettre les conditions nécessaires à son épanouissement avec un volume d'entraînement adéquat. Or, quand je vous entends, je comprends que c'est pas le cas. Non, justement, j'arrive là. Si vous parlez de notre génération, à partir des années 75, nous avons commencé à profiter de ces moyens modernes et tout ce que vous avez dit. Vous comprenez? Très bien. Maintenant, certaines choses que nous avons fait, soit naturellement, soit dans les écoles primaires et tout, maintenant n'existent pas. C'est-à-dire vous voulez revenir, par exemple, aux moyens. Les moyens actuels, maintenant au niveau des écoles, c'est pas les bonnes écoles parce que vous avez un petit, si vous voulez, une idée sur ce qui se passe dans le monde, ou bien à côté de chez nous, c'est en France, ou bien ça c'est juste. Ils arrivent à former des joueurs, mais ces joueurs-là qui sont formés, donc à partir, ils leur donnent le temps jusqu'à 20 ans, parce que maintenant, vous n'allez pas me dire que même, si vous voulez, de l'autre côté de la mer, là, en France, il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent à 17, 18 ans. Vous allez trouver, si vous voulez, et ça, c'est des joueurs qui ont, si vous voulez, un développement soit précoce, soit une prise en charge par rapport à la découverte du talent d'une façon précoce. Voilà. Et ces joueurs-là peuvent être, si vous voulez, à 18 ans, 19 ans, mais sans se presser, sans briser, ou bien, si vous voulez, sans que, comment dirais-je... La chaîne de la formation. Très bien. Donc, eux, si vous voulez, même nous, on voudrait bien arriver à ça. C'est ce qui s'est fait. Nous avons commencé en 2011. Pour ne pas se perdre, vous dites qu'il faut maintenir l'équipe réserve. C'est ce que je comprends. Pourquoi, maman? Parce qu'on leur enlève déjà une partie de leur formation à cet âge-là qui peut leur permettre de récupérer ces années, si vous voulez, de formation mal faite à cet âge-là. Maman, croyez-moi, hier j'étais voir Mouloudia Sétif. Wallahi al-Azim, c'est un très très bon niveau. Pourquoi?
parce que j'ai vu la qualité du match, la qualité des joueurs. Même ces gens qui pensent comme moi je pensais avant, quand on était quand on était jeune, ce qu'on faisait, on a joué à 17, 18 ans et tout. Mais maintenant, il y a des gens qui sont comme moi, quand j'étais, si vous voulez, dans l'erreur de penser que les gens à 17, 18 ans doivent jouer en senior. Maintenant, non, il y a encore un passage. Dans l'apprentissage. Très bien. Alech Ma'ammar, parce que maintenant on pense que au temps de la réforme, les gens juniors qui étaient la 3e année, si vous voulez, comme c'est la première année des U21, ils pouvaient jouer dans les petites divisions. Maintenant, le mal est là. Ces petites divisions actuelles, par exemple 3e et 2e, et même parfois première vers les... Ces équipes-là ne jouent plus comme avant, seulement pour former et tout le monde veut jouer le titre. Tout le monde veut accéder. Tout le monde veut accéder. Donc maintenant, ces équipes-là de 3e division et de 2e division, ils ne vont pas prendre ce 2005 que vous allez libérer cette année. Ils vont prendre un 26 ans, un 36 ans, un 30 ans pour accéder avec lui. Ça va comme ça, Amar. Très bien, oui, j'ai compris. Le milieu a changé, les mentalités ont changé. Donc ce n'est pas la peine de parler aux gens par rapport à ce que nous avons fait. C'est-à-dire, vous êtes en train de dire, il y a une réalité du terrain. La réalité, c'est celle-là. Merci. Voilà. Ouais, vous m'avez sauvé, j'étais pas obligé de chercher l'expression. Non, voilà, mais j'ai compris, c'est pour expliquer à l'éditeur. C'est la réalité du terrain, et voilà la réalité que nous vivons quotidiennement. Comment la changer? Comment inverser cette tendance? C'est ça aujourd'hui. C'est ça le problème, Ammar. Parce que maintenant, regardez, par exemple, au niveau de la TN, moi je ne vais pas tout dire à la bonne, parce que, entre parenthèses, une DTN, c'est confidentiel. Est-ce que vous avez compris? Oui, mais attendez, la DTN, moi j'ai eu l'occasion d'assister, la DTN, c'est confidentiel ce qu'il y a sur les dossiers sur lesquels travaille la DTN, mais les grandes lignes, les grands axes qui touchent la compétition, qui touchent la formation, qui touchent le développement, tout ça, le grand public doit le connaître, doit le savoir, on doit savoir où on va. Non, c'est votre travail, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est pour ça que vous êtes là, c'est pour ça que vous êtes avec nous. Oui, mais ça veut dire si je me limite à certaines choses, ne vous étonnez pas, voilà. Ah, d'accord, c'est ce que vous voulez dire. Non, je me disais, qu'est-ce qu'il veut nous cacher? Qu'est-ce qu'il veut nous cacher, monsieur Laroum? Rien du tout, seulement je vous dis que maintenant, généralement... Est-ce que je vous pose la question, vous qui étiez présent à la réunion, la question a été posée lors de la réunion du collège des entraîneurs, est-ce que ce que vous nous dites, c'est un avis qui est partagé par l'ensemble du collège, ou il y a des avis contradictoires? Moi, ça c'est mon avis, Ma'ammar. Je vous pose la question, vous en avez discuté, vous pouvez nous donner une indication, c'est pas secret ça. Non, moi c'est mon avis. Oui. Est-ce que c'est un avis partagé? Il y a certains, bien sûr, c'est normal. Il y a d'autres. C'est pour ça que je vous dis, il y a que les chiffres qui peuvent nous départager. Ah oui, il n'y a que les chiffres, il y a les études. Vous dites, moi j'ai 4 et je suis plus grand que vous, alors que vous avez 5. Donc c'est moi le plus grand là. Ouais. Non, c'est les chiffres et les études qui permettent de prendre les grandes décisions. Les grandes décisions concernant les différentes... Est-ce que vous ne pensez pas, parce qu'on est sur les U21, on pourrait les U21, pardon, on peut continuer. Est-ce que sur les tranches d'âge, on a supprimé une tranche d'âge? Qu'est-ce que vous dites justement sur les catégories? Maman, regardez-moi, vous parlez des chiffres, moi j'aime bien les chiffres parce que ça me soulage, regardez. Très bien. Par exemple, si on prend les deux, si vous voulez, les deux exemples que nous avons donnés, entre les jeunes, les talents de 70 et maintenant. Si on prend par exemple celui d'avant, il prenait 20 ans de pratique et de plaisir de football. Celui actuel, il ne prend que 8 ans. Maintenant, quand vous n'avez pas ces chiffres-là, maintenant quand je vous dis que, si vous voulez, dans le passé, Chaban et tout, en quelque sorte, il n'y avait pas que 5 années, il avait joué 20 ans. Et certains ne savaient pas, peut-être qu'ils n'ont pas joué, peut-être qu'ils n'ont pas cherché à savoir comment cet enfant qui a joué à 18 ans, quel est le volume, généralement on parle de l'âge pratique, quel est dans son âge pratique dans le football. Et là, on pourra dire, maman, si je vous dis maintenant, vous parlez des gens actuels qui ont 8 ans de travail et les autres qui ont 20 ans. Et maintenant, même si 8 ans... Mais à la science, mais moi ce que je dis... S'il vous plaît, maman, pour que l'idée me reste. Maintenant, si vous me dites, si sur 8 ans, si on profite de tous les moyens existants dans le monde
qui existent dans le monde en matière, si vous voulez, de technique, comment dirais-je, de technologie, de suivi, du contenu, du niveau des formateurs. Là, je suis d'accord avec vous. Ça veut dire que les 8 ans peuvent suffire si les moyens sont là. Très bien. Donc vous dites aujourd'hui, chez nous, les moyens qui permettent l'éclosion du talent ailleurs ne sont pas réunis chez nous. De toute la chaîne dont vous avez parlé. Eh ben ouais. C'est ce qui fait la différence. Entre vous, moi je suis actuellement, j'entraîne des enfants des 9 ans, j'arrive à presque, si vous voulez, de m'énerver et je me dis, voilà, applique ce que vous dites au cours. Eh bien, c'est pas facile, donc il faut revoir. Et pourquoi vous vous énervez? Pourquoi vous énervez? Et parce que les 9 ans sont très difficiles. Ils viennent avec, si vous voulez, ils viennent de l'école, sans éducation physique. Ils viennent directement, peut-être. Et quand ils sont, si vous voulez, à la séance d'entraînement, ils s'explosent. Alors, si vous voulez, avec mon âge et tout, j'essaie de trouver des exercices qui peuvent, si vous voulez, réduire cette énergie. Parce que, Mahamar, ils viennent avec 8 heures de blocage intellectuel et physique à l'entraînement. Donc, il faut. Ce genre de choses, il faut faire une étude pour les aider, voilà. Très bien, très juste. Et je terminerai également par cette question. Est-ce que l'idée de mettre en place des académies dès l'âge de 9 ans dans les clubs, c'est une bonne chose? Là, je vais vous donner mon avis. À 9 ans, ce n'est pas des académies. Ils les ont appelées académies. Moi, je répète ce qui a été... Ils les ont appelées académies. Moi, je vous dis académies. Mais moi, Mahamar, quand je vous parle à vous, je parle aux auditeurs. Oui, très bien, je sais. Mais très bien. Non, vous avez tous les droits. Maintenant, avant de faire une académie, Mahamar, même des gens qui viennent faire des conférences en Algérie parlent d'académie. L'académie, c'est quoi? Il faut passer de 9 ans, parce qu'à partir de 9 ans, pour ne pas chercher des talents précoces, parce que maintenant, comment dirais-je, les scientifiques nous en veulent de prendre des enfants précoces. Mais à partir de 9 ans, commencent à apparaître les signes du talent par rapport à une discipline. Maintenant, si on ramène les enfants de 9 ans, d'ailleurs moi, le CRB a pris 4 joueurs de mon académie. Moi, je parle d'académie parce que moi, dans mon esprit, c'est une école de football. On doit faire ces clubs-là, ces clubs, si vous voulez, comment dirais-je, de haut niveau, de prestige. On doit faire des écoles de 9 ans à 14 ans. Vous avez compris? Oui, je vous suis. Et à partir de ces écoles-là, on doit faire l'académie. C'est quoi l'académie? L'académie, c'est les meilleurs joueurs formés avec tous les indices de progression, de niveau et de marche de progression pour les faire entrer à une académie. Disons de 13 à 14 ans. Entre 14 et 15 ans, on les sélectionne pour les faire rentrer au centre de formation. Vous voyez l'enchaînement. Donc, école, académie, centre de formation. Donc, ces académies, c'est de la poudre aux yeux. Il faut parler d'école de football. Très bien. Bon, moi, je vais faire comme vous. Je vais dire école. Je ne parlerai plus d'académie. Très bien. Merci, Non, mais vous avez raison. Vous avez raison. J'ai dit académie, mais vous avez raison de les appeler comme ça. Voilà, on initie les jeunes au football. Non, moi, je suis bien content que, surtout, vous avez très bien compris, c'est ce qui m'intéresse le plus. On ne peut pas parler d'académie, c'est ces gens-là. D'abord, si par exemple on parle de la D1, tous les écoles de division 1 doivent faire le même programme, les mêmes étapes d'évaluation et le même profil va sortir. Si nous prenons par exemple dans chaque club 14 ou 15, celui qui est au CRB, c'est le même. Ils ont quasiment, vous dites, le même programme. Très bien. Moi, je voudrais terminer avec vous, également parce que, bon, il a été annoncé aujourd'hui, c'est les grands travaux d'Hercule au niveau de la DTN. Mais au niveau de la DTN de tout temps, il y a eu un parent pauvre au niveau de la DTN. J'avais eu Toufik Kourichi la semaine dernière, il l'avait dit lui-même, il l'avait reconnu. Moi, je vais vous poser la question. Ouais. Les parents pauvres, ce que j'appelle parents pauvres, ou disons, on ne leur donne pas la valeur voulue, c'est les DTR et les DTWI, les directeurs techniques de wilaya. Qu'est-ce que vous dites alors que c'est une pièce importante du puzzle? Mahamar, vous avez répondu. Merci. Non, je n'ai pas répondu, moi je vous pose la question. Est-ce que vous allez... est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis ou pas? Je suis d'accord. Mahamar, moi je suis passé, avant de démissionner.
je me suis, s'il vous plaît, reposé sur les qualités de ces... Vous savez, ils ramènent des choses, par exemple, d'une wilaya, que vous ne pouvez pas avoir ni dans les livres scientifiques, et c'est la réalité. Donc, quand vous avez dit les gens pauvres... Le parent pauvre. Donc ces gens-là, la première des choses avec Rawarawa, on leur a mis en moins une indemnité pour être encouragés. Parce que moi personnellement, les gens qui étaient là, généralement c'est des conseillers. On m'a dit que c'était des bénévoles à un moment donné. Oui, c'est ça, Mahamar, c'est ce que je veux dire. Donc il fallait, si vous voulez, les encourager. Les encourager, entre parenthèses, ils avaient, les DTA à l'époque, ils avaient le même salaire que moi, vous voyez. Parce qu'il fallait les défendre. Il fallait convaincre le Hajj Rawarawa. Et il a commencé à partir de là, à les aider, à les encourager et les accompagner. Pourquoi? Parce qu'au niveau des ligues, que ce soit régional, à un certain moment, c'était les frais de déplacement qui étaient plus importants que la formation avant de venir. Vous comprenez? Donc, c'est des TL, c'est des TUI. Ils attendent seulement la note, au niveau des ligues, ils attendent seulement la note de faire la prospection des jeunes pour les envoyer dans des terrains ou bien faire n'importe quoi, chacun à sa façon, mais qui n'avaient même pas de frais de mission, même pas de frais de transport à l'époque. Donc on ne valorise pas le poste de DTUI. À partir du moment où le poste n'est pas valorisé, vous avez que ceux qui restent sur le carreau qui iront postuler au poste de DTUI. C'est aussi simple que ça. En plus, on leur dit qu'ils ne travaillent pas. Non, il faut les laisser. Pourquoi, Mahamar? Parce que moi, même moi, si je peux me permettre que j'ai dit, de dire que j'ai pu faire quelque chose dans la formation et tout, je me suis appuyé sur eux. C'est des gens qui sont très volontaires. En plus, on avait la chance d'avoir beaucoup de conseillers. Un conseiller qui vient sur Alger pour étudier et qui revient dans une wilaya, si vous voulez, ou bien dans une ligue qui est presque morte. Des fois, c'est eux qui essaient de la raviver, mais ils n'ont pas tous les moyens. Ça ne suit pas derrière. Ça ne suit pas derrière. Et ils sont beaucoup plus étouffés. C'est pourquoi nous avons pris à un certain moment, il fallait aller vers les régions. Il fallait vers. J'ai été Alors ça dépend des époques. Votre époque, on va vers les régions, vers les wilayas. D'autres époques, on laisse tomber, ou sinon on les appelle quand on en a besoin. Une fois de temps en temps, on les consulte. Moi, ce que je voudrais vous dire, on va terminer par cette question très rapidement. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas engager une réflexion sur les systèmes de compétition au niveau des jeunes, au niveau des wilayas, est-ce qu'il ne faudrait pas engager une réflexion? Mahamar, vous avez mes idées dans votre tête, là. Ah, voilà, j'arrive à lire, j'arrive à comprendre. Mahamar, par exemple, on commence par le système de compétition. Oui. Tout repose sur le système de compétition. Le système de compétition est fait selon vos objectifs pour développer votre football. Tout à fait. Voilà. Boualem Laroum, je suis obligé, le temps, vous avez compris, vous êtes déjà venu à la radio. Les tops, je suis obligé de vous quitter, mais on vous retrouvera la semaine prochaine pour parler du système de compétition. Merci Boualem Laroum, merci d'avoir été avec nous, à tous ceux qui ont participé à cette émission, Hamza Rahmouni, Ali Hamouj, et à la réalisation, Foued Hamadi. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès 15h. On sera de 15h à 21h ensemble, avec entre 19h et 21h, ce match retour Algérie-Gambie.